Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Bon, je voulais vous faire un avis lecture sur tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année, sans compter mes lectures de mars qui vont rentrer dans mon petit mois petite lecture en mars. J'ai fait un tour sur ma chaîne donc, pour voir où est-ce que je m'étais arrêtée dans mes avis lecture. Je n'en ai pas fait depuis le mois de novembre. Sauf que j'ai lu des trucs depuis novembre avant d'entrer en 2026. Et ces trucs, en fait, ça fait une sacrée pile, parce que c'est là, le dernier livre dont je vous ai parlé, en fait, c'est Betty. Et comme j'avais retrouvé un rythme de lecture relativement cohérent par rapport à ce que je savais faire avant, en fin d'année, eh ben, on se retrouve avec plein de livres dont je vous ai pas parlé, ou alors très succinctement dans mon bilan de toutes mes lectures de l'année 2025. Il y a beaucoup de reflets dans mes lunettes, non, je vais peut-être les enlever. Ah oui, mais je les avais mises pour qu'on voit pas trop mes cernes de l'enfer. Ben écoutez, vous ferez comme si je suis en parfaite forme. Ok, donc, j'ai repris mon petit carnet, vous le connaissez hein, depuis le temps, c'est celui qui me suit depuis 2020. Je n'ai pas mes lectures antérieures à 2020, mais il y a toutes mes lectures qui sont répertoriées là-dedans. Je mets juste le nom souligné, le titre souligné avec l'auteur. Et à partir de, je crois, 2023... Oui, c'est ça. À partir de 2023, j'ai rajouté les graphiques et je les mettais en rouge. Voilà. Donc là, vous voyez déjà en 2026, c'est plutôt correct, hein, c'est plutôt cohérent. Donc nous, hein, pour vous aider, hein, on s'était arrêté là. Donc il faut que je parle de ça. Et puis ça pour 2025. Et puis à peu près ça pour 2026. On va en voir des avis lecture sur cette chaîne. Moi, c'est ce que j'aime bien tourner. Alors, j'ai vu plein de chaînes, notamment les chaînes de livres que j'aime beaucoup, comme Rêve ta vie en lecteur, qui ont décidé de petit à petit espacer, voire arrêter complètement les avis lecture. Ça n'a pas beaucoup de sens pour moi d'arrêter des avis lecture. C'est quand même l'essence même d'avoir une chaîne qui parle de livres, non? De parler des livres que tu as lus. Écoutez, je ne comprends pas cette tendance. Peut-être que je vais être hors sol et je vais encore perdre des abonnés, tant pis pour moi. Donc, ah oui, je voulais vous montrer aussi, avant de commencer mon avis lecture en détail, je me suis acheté, je la trouve trop mignonne, c'est une petite peluche vert pinceau, c'est la petite mascotte de l'atelier des sorciers. Il était avec le tome 14 collector, alors, et regardez, elle est articulée. Yop. J'aime beaucoup trop. Je la trouve trop choupie. Elle est super douce. Voilà. Et elle a des petites patounes que j'adore. Donc je la mets là. Et je vais la mettre ici, là. Comme ça, elle sera toujours un petit peu avec nous. D'habitude, il y a mon avocat dans le coin, là. Là, il est passé à la machine. Parce que je suis pas trop... un animal a dû vomir dessus. Voilà. Mais il va bien. Il est en hospitalisation de peluche. Bon, bref. Avis lecture, on a dit. Alors, je reprends mon truc pour vous en parler par ordre chronologique. Vous connaissez comment je fonctionne. Après Betty de Tiffany McDaniel, qui était un énorme coup de cœur que j'ai lu, je crois, en octobre, fin octobre, ouais, un truc comme ça. J'ai eu besoin de douceur, parce que Betty, c'était très très hard et très très dur. Donc, cette douceur, je l'ai trouvée avec La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery, qui est donc le dernier tome de la saga de Anne de Green Gables. Dernier tome, mais ceci dit, c'est pas le dernier dans l'univers. Il y a ensuite Ria Maria qui parle du personnage de Ria, qui est l'une des filles de Anne. Et ensuite, il y a les Chroniques d'Avonlea, qui sont des nouvelles qui se passent à Avonlea quand Anne est jeune. Donc, je les considère dans la même saga, même si c'est pas tout à fait vrai. Et ces deux-là, je les ai pas lus encore. Ils sont là. Hop, c'est celui-ci et celui-là, les deux qui sont là. Et là, à côté, on a Watership Down. Voilà, donc de quoi ça parle avec l'arc-en-ciel? Je vais pas trop vous spoil parce que ça doit être genre le tome 7 de la saga, donc on a bien avancé. Anne est adulte. On suit plus trop Anne. Hein, vous avez plein d'autres petits personnages. Étonnamment, on suit pas beaucoup trop non plus les enfants de Anne. On suit surtout les enfants du presbytère d'à côté. Même si les enfants de Anne sont super copains avec eux. Donc, c'est toujours dans la même vibe. Même si moi, j'ai été un peu triste de voir que Anne était très 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 en arrière-plan dans
livre-là, mais je pense que c'est très nécessaire pour montrer en fait que la vie continue, et puis même s'il y a certains personnages qui s'éteignent, d'autres personnages vont les remplacer au fur et à mesure du temps. Je trouve toujours le travail de Monsieur Toussaint Louverture incroyable sur ces bouquins-là. Le livre était très doux et très agréable à lire, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien après Betty. Il se passe pas grand-chose, ça c'est toujours de la tranche de vie de toute façon. Anne, il y a pas de grosses intempéries, et à chaque fois c'est ça que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois il se passe un petit truc un peu insignifiant et on se dit oh, mais comment vont-ils s'en sortir? Ah, ils ont écrasé la confiture par terre, mais machin va les gronder très fort, que va-t-il se passer? Et vous voyez, on en est sur ce genre de tension. Et ce que je trouve très très fort, c'est que Lucie Maud Montgomery, elle arrive à faire passer ce genre de tension comme étant hyper importante. Vraiment, ce sont les points clés de l'apprentissage et de la vie de ces personnages. Et donc, c'est les moments marquants de leur vie. Et donc, il faut que ce soit des moments marquants pour le lecteur, puisque c'est leur vie qu'on suit. Et ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Elle arrive à faire ressentir des émotions très vives sur des éléments qui sont objectivement insignifiants, mais en fait qui deviennent importants. Parce qu'ils sont importants aux yeux de ses enfants. Je trouve ça très très fort d'être capable de remontrer à quel point, quand on est enfant, on a des centres d'intérêt qui sont exacerbés. On a des choses on vit les choses très très fort quand on est enfant, et on vit les choses très très fort, et tout est exacerbé parce que on a tout le temps très très peur, ou alors beaucoup beaucoup de joie. Et cette espèce de maturité émotionnelle, elle vient avec le temps, qui fait qu'on est plus calme et plus posé. Mais vraiment, quand on est très jeune, un rien peut nous faire partir dans une explosion d'une émotion ou d'une autre. Et je trouve que c'est très très bien retranscrit. Je fais un tout petit aparté. Mon beau-fils, avant-hier, il y a une super copine à lui qui a dessiné sur son Pokédex. Et il était très très embêté parce qu'en fait, il y avait un énorme conflit pour lui, parce qu'il adore son Pokédex, c'est la vie, c'est les Pokémon en ce moment pour lui. Donc il était très très triste parce que ça l'a vraiment beaucoup embêté, parce qu'en plus c'était un cadeau qu'on lui avait offert, une amie de mon chéri qui lui avait offert ce Pokédex. Mais en même temps, il aime beaucoup cette copine. Donc c'est difficile de deal avec ce genre d'émotions, et c'est très brut et c'est très fort, et c'est pas à négliger, vous voyez. Et je trouve que Lucie Maud Montgomery, elle ne néglige pas les émotions des enfants, et je trouve ça très très fort et très très beau. Voilà. Donc bon, un peu moins sympa à lire pour moi que tout le reste, quand c'était Anne qui était au cœur de l'histoire. Je crois que définitivement mon tome préféré de cette saga, c'est le tome 3, quand Anne a son cœur qui balance entre deux amoureux. mais ouais, non, vraiment, c'est trop chouette, Anne de Green Gables. Je suis vraiment contente de l'avoir lu. J'ai le premier Emily de New Moon qui attend dans ma palle depuis un moment. J'aimerais bien effectivement m'acheter les deux autres. Je pense que c'est complètement ma vibe. J'ai beaucoup trop parlé pour un premier livre. Faudra que je sois plus concise pour la suite. Ensuite, après celui-là, j'ai lu... Ah oui, bah alors là, oh là là. J'ai lu Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao. J'ai été hyper déçue. Il est très très beau, hein, ceci dit. Et le livre est très très beau. Ça se lit très très vite. Mais j'ai été très déçue. Le principe de ce livre, c'est qu'on a Sam qui décède. Et Julie, qui est son amoureuse, enfin son amoureuse, ils ont 16 ou 17 ans je crois, va appeler sur son portable pour entendre la voix de son répondeur en fait. Et en fait, il décroche. Et du coup, s'ensuit une espèce de cycle sur le fait que Julie ne veut plus faire son deuil parce que Sam est toujours là pour elle. Mais il est par voix, mais il est toujours là. Et en fait, il y a vraiment beaucoup cette dimension de il faut avancer et il faut laisser les gens partir, ce qui est hyper important hein, si on veut se reconstruire après un deuil, sans vouloir faire la morale à qui que ce soit. Je suis très mal placée. Ceci dit, j'ai été très déçue parce que je trouve que le sujet est pas hyper bien traité. Il y a beaucoup d'incohérences dans le fonctionnement de ce truc-là de téléphone. Parce que normalement ça marche que si machin appelle truc, et puis des fois il y a des grésillements, ça veut dire que la ligne coupe, et en fait des fois j'ai l'impression que Dustin Tao il a fait ah j'avais mis cette règle là, bah aujourd'hui elle est pas valable, vous voyez. Et ça me dérange parce que ça me sort beaucoup de la lecture, parce que t'as la suspension consentie de l'incrédulité, ça marche quand l'univers est cohérent. Et là, comme les règles changent, donc ça marche pas très très bien.
Donc j'ai été hyper déçue. J'aurais beaucoup aimé adorer ce livre parce que beaucoup de gens en ont parlé. Je pense que aussi je suis peut-être un peu trop adulte. Quoique, hein, je lis quand même beaucoup de jeunesse, donc... Mais peut-être que ça plaira plus à des collégiens ou des lycéens. Voilà. Des jeunes filles, je pense plutôt, parce que c'est assez peu le genre de lecture que lisent les jeunes garçons de cet âge-là. Quoique, hein, il y en a qui lisent de la romance et c'est très bien. Non, un petit peu déçue pour vous êtes sur le portable de ça, mais j'en garde pas un souvenir impérissable. Et puis je l'ai prêté à l'ex-femme de mon chéri et pareil, elle m'a dit ouais, je suis d'accord avec toi. Pas ouf. Voilà. Ensuite. Ah oui, ensuite, j'ai pas réussi à le retrouver dans ma bibliothèque. Les Gardiens des Mondes, tome 1 et Yama de Mathilde Trainson, je sais pas comment elle le prononce. Je sais pas où je l'ai foutu. Ça se trouve, je l'ai même laissé chez mes parents parce que j'ai pas aimé du tout. Et j'en ai déjà un peu parlé. Donc je veux pas trop m'étendre parce que j'aime pas enfoncer les auteurs. En plus, elle est auto-éditée. Mais pour moi, ça marche pas du tout. Les personnages sont pas très intéressants. Et puis, j'ai pas vraiment gardé un très très bon souvenir. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de tics de langage, machin. Je sais que, avec beaucoup de gentillesse d'ailleurs, parce que moi je lui ai fait un retour à Mathilde, je lui ai dit je suis désolée, j'ai pas aimé ton livre. Et elle m'a dit non mais tu sais, c'est pas grave, hein, y a de tout, hein, y a les gens qui aiment et des gens qui aiment pas, et c'est normal. Et elle m'a très gentiment offert l'e-book de sa romance. Et je pense qu'effectivement en romance, y a moyen que ça me plaise plus. Le pitch en tout cas me parle plus. J'avais acheté Yama parce que j'avais pas mal matché avec elle dans un salon. Elle m'avait fait une magnifique dédicace avec plein de couleurs en plus. Je trouve que le principe de son univers était chouette. En gros, elle avait réussi à mettre ensemble la fantasy et la SF sans que ça ne pose problème parce que elle avait le principe de plusieurs planètes sur lesquelles il y avait ou non la magie qui s'était développée. Et donc ça permettait une espèce de cloisonnement qui faisait fonctionner. Alors, ceci dit, moi j'ai eu l'impression qu'on voyait tout venir avec des gros sabots et enchaînement de choses qui se passent sans que ça ait vraiment d'importance ou d'impact sur le personnage. Donc, ouais, j'avais pas spécialement beaucoup aimé ce livre-là. Tant pis pour moi, hein, écoutez, mais je vous souhaite de vous faire un avis par vous-même, hein, si vous aimez bien la fantaisie, les mondes croisés, des gens qui sont là pour sauver des gens et en fait qui se rendent compte que leur institution est corrompue. Le pitch au départ peut être sympa. Moi j'ai trouvé qu'il y avait des faiblesses dans l'écriture et c'est pour ça que ça m'a pas trop parlé et trop plu. Voilà. Ensuite j'ai lu Le baiser des ténèbres, le voici, de Karine Carville. Karine Carville, elle m'a fait une dédicace en plus puisque je l'ai acheté en salon je crois. Oh oui, et en plus j'ai un ex-libris, attendez. Hop, oui, j'ai une dédicace, voilà. C'est une auto-éditée sur Insta et TikTok qui a beaucoup marché parce que elle a pris la parole sur le vol des e-books. Et c'est même tombé au JT, enfin vraiment, elle a explosé. Et je l'ai croisée par hasard à Art to Play et ça faisait un moment que je me disais que il fallait que je me penche un peu sur ce qu'elle écrivait, cette dame, puisqu'elle a, je crois, à peu près une 50aine d'années. Et elle a écrit énormément de livres. Donc, elle est coach en écriture, elle donne des cours, etc. Enfin, vraiment, c'est de ça qu'elle vit, quoi. Et je me suis dit, mais il faut vraiment que je lise un de ses livres. Et parmi tout ce qu'elle proposait, j'avais une vibe thriller. Donc j'ai pris celui-ci. Le baiser des ténèbres, c'est l'histoire de Tyler, Tristan, Jeanne et Mathilde qui font une randonnée. Et évidemment, ils vont être pris en pleine tempête, plus de réseau, plus de téléphone, les téléphones déconnent, les téléphones sont morts et la tempête les bloque du reste du monde. Heureusement, ou pas, ils tombent sur une espèce de maison dans laquelle ils vont se réfugier, hein, puisque tempête oblige. Au départ, il n'y a personne et petit à petit, ils vont rencontrer les deux propriétaires qui sont deux frères. Un frère très costaud, très musclé et un frère très cérébral. Vous sentez vers quoi on va? C'était génial. Même si on sait en gros ce qui va se passer, la tension est tout le temps là. Et j'aime beaucoup. L'ambiance est très glauque dès le début. Il y a toute une dimension de fantastique. Parce que l'un des personnages, il me semble que c'est Mathilde de mémoire,
est très très fan d'occultisme. Et donc quand elle tombe sur une planche de Ouija, elle va en plus l'utiliser pour essayer de discuter avec des esprits, etc. etc. Et en fait, il y a toute une dimension comme ça d'occultisme, de fantastique, parler avec les morts, etc. Et en l'occurrence, discuter avec les fantômes qui seraient de cette maison-là. Et il y a toute une dimension sur cette maison. Et ce que j'ai beaucoup aimé, vous voyez, là je sais pas si ça se voit très bien, sur la tranche, vous voyez qu'il y a des zones d'ombre. Et tous les passages ombrés sont des passages où on parle d'anciens occupants de la maison. Et petit à petit, ça aide à instaurer une ambiance hyper lugubre et tout, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment, c'était très très chouette, hein. C'était vraiment un très très bon livre. Donc je suis très contente de l'avoir lu. Je vous le conseille. Il existe en 2 versions reliées. Celle-ci avec la tête de Eddie et une autre avec une planche de Ouija. Je pris celle-ci parce que moi ça me dérange pas d'avoir Eddie dans ma bibliothèque, mais je comprends si certains, d'ailleurs c'était la raison pour laquelle Karine Carville a proposé une couverture alternative, une édition collector, parce que en fait elle avait eu des remarques que c'est un peu oppressant ça quand même. Voilà. Le baiser des ténèbres de Karine Carville. Ok, on continue. Tu vas pas assez vite, Amélie. Ça fait 17 minutes que tu parles. Il faut que tu fasses encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. Lol. Bon, on va aller plus vite. Hein. Se méfier de l'eau qui dort. Ah, Julia Richard. J'adore cette autrice. J'avais lu Faites vos jeux il y a 2-3 ans. Et j'avais déjà beaucoup aimé. Je savais que c'était son premier roman. Il y avait pour moi des petites faiblesses de l'écriture qui sont intimement liées au fait que c'est un premier roman. Là, on n'est plus sur des faiblesses d'écriture. On suit une jeune fille dans sa Lorraine, j'imagine, natale, puisqu'ils parlent tous en patois lorrain. Et c'est trop génial. Le livre est magnifique, hein, le jaspage est super beau. Et en fait, il va se passer de plus en plus de phénomènes bizarres. C'est très lent à démarrer. On rentre dedans très doucement. En fait, ça instaure un peu l'ambiance. C'est un peu un roman à ambiance. Et au fur et à mesure, il se passe des choses de plus en plus bizarres. Au départ, chouette, et après... Et ouais, non, c'était vraiment un peu un ovni littéraire. J'ai beaucoup aimé. Apparemment, il est classé en young adulte parce que la prota, elle est assez jeune. Je crois qu'elle a 14 ans, un truc dans ce genre-là, ou 16 ans, je sais plus. Mais c'était vraiment bien. C'était vraiment bien, ça me donne encore plus envie de lire du Julia Richard. Carne et Paternoster, j'ai très envie de les lire. Donc c'est sûr qu'un jour ils seront dans ma pile à lire. Voilà. Donc très très contente de cette lecture-ci. J'ai lu Les Oiseaux du Temps de Amal El Mortar. Je suppose que ça se dit comme ça, puisqu'il y a un H au milieu et c'est un nom de famille arabisant. Et Max Gladstone. Les Oiseaux du Temps, prix Hugo, prix Nebula. C'est très très joliment écrit. C'est très spécial. C'est de la SF. Vous connaissez mon non-amour pour la SF, mais pourtant ça faisait longtemps que je voulais le lire parce que j'en avais entendu plein de critiques de tous les genres. Et j'ai une copine qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc je l'ai lu. C'est une histoire épistolaire entre 2 jeunes femmes qui s'occupent de réparer le temps, chacune de leur côté, mais dans 2 camps opposés. Donc forcément, elles se font la guerre au départ, elles se cherchent en fait pour défaire ou refaire ce que l'autre a fait ou défait, vous voyez ce que je veux dire. Et au fur et à mesure, elles s'envoient des lettres et elles finissent par tomber amoureuses. Et je vais pas dire la suite, mais alors ça va très très loin. La plume est hyper poétique, pour moi un peu trop opaque, j'arrive pas à rentrer, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans. C'est très beau et très joliment écrit, mais ça m'a pas émue, vous voyez ce que je veux dire? En fait je me rends compte de ça, parce que c'est pas la première fois, j'avais déjà vécu ça avec L'écume des jours et je vous en parlerai, mais j'ai eu ça aussi avec le plus petit baiser, j'avais recensé de Mathias Malzieu. Les plumes qui se veulent hyper ésotériques et hyper poétiques, pendant les romans, moi, me parlent pas en fait. Moi j'aime les plumes très poétiques dans la poésie et je pense qu'en fait ça s'arrête là. Quoique, hein, parce que du thé pour les fantômes j'avais énormément aimé. Je sais pas, il y a un moment en fait où il y a une espèce de cassure dans la façon dont moi je vis la lecture qui m'en fait sortir. Vous voyez, quand le style est beaucoup trop travaillé et que ça se voit.
Et là, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. L'histoire en elle-même, elle est ouf. Il se passe énormément de choses. C'est très très perturbant au début parce que comme on comprend assez vite qu'elle joue avec les lignes temporelles, au début, à chaque fois qu'on les croise, elles sont dans des lignes temporelles différentes parce que c'est anecdotique, ça sert de toile de fond. On s'en fiche de ce qu'elles font en fait sur l'histoire. Sauf que, du coup, au début, il faut s'accrocher parce que, attends, là, elle était à tel endroit, pourquoi là, elle se retrouve là? Ah oui, non, non, mais alors, attends, pourquoi? Et il y a vraiment un effort conscient à faire au début. Une fois qu'on est dedans, ça marche. Et à la fin, il se passe une série de dingueries qui fonctionnent bien. Je pense que tous les fans de hard SF, ça va leur plaire. Même low SF, parce qu'en vrai, c'est pas si hard SF que ça. Mais juste les fans de SF, je pense que ça va leur plaire. Les fans de plumes poétiques, ça va leur plaire. Et surtout de plumes travaillées. Et parce que là, est-ce que je pourrais... Voilà, je tombe sur une citation. Dis-moi quelque chose de vrai ou ne me dis rien du tout. Hommage bleu. Et en fait, c'est un peu comme ça tout le temps. C'est très très beau. Mais du coup, ouais, j'ai été un peu hermétique. Je suis un peu passée à côté. Mais je suis quand même contente de l'avoir lu parce que ça faisait longtemps que je voulais le lire. Ensuite, après ça, youp, on tourne de page. Ouhou. Ah oui, j'ai eu celui-ci, Un Noël chaleureux de Marie-Anne P. Michael que je suis allée acheter en me baladant dans une librairie queer que j'aime beaucoup à Nantes. Et regardez, les pages sont trop belles, il y a un joli effet. Puis je voulais une petite romance de Noël quand même avant Noël, c'était chouette comme idée. C'est une petite romance lesbienne, comme vous vous en doutez, et c'est très mimi, c'est vraiment très mimi. Elle fait de la musique, elle a plus d'inspiration, elle rencontre une jeune femme qui travaille dans une animalerie, et puis elles vont se rapprocher, puis elles vont boire des cafés, et puis elle va retrouver l'inspiration, etc. Et c'était très chou. Il n'y a pas grand chose à en dire de plus, mais ça fait du bien, ça se lit excessivement vite, c'est 140 pages, c'est un tout petit roman quoi. Mais vraiment ça fait... ouais, vous voyez vraiment la vibe qu'on veut pour des romances de Noël. Donc si vous êtes sensible à ce genre de romances de Noël, eh bien voilà, Un Noël chaleureux, c'était très très mignon. Puis il y a des chats partout, évidemment, puisque c'est dans le titre. Ah oui, bon, je vais pas trop en parler. J'ai lu ça. Ce truc-là, cette chose, cette bricasse. Cette chose, c'est pas très sympa. J'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Si vous voulez vraiment que je rentre dans les détails, j'ai fait une vidéo vlog de une demi-heure ou peut-être même 40 minutes dessus. Donc je vous renvoie vers cette vidéo-là. J'ai pas aimé. Voilà, c'est pas pour moi. Je comprends pas les enjeux. Je trouve que le monde est très très mal fait et très mal organisé. J'ai beaucoup de mal avec le male gaze. Je ne supporte pas Violette. J'ai beaucoup de mal avec sa relation avec Xaden. Je trouve que Xaden est absolument insipide. J'ai pas aimé. Voilà, c'est pas pour moi. Donc ne lirai pas la suite. Ensuite, ah oui. J'en ai quelques-unes des déceptions quand même en cette fin d'année 2025. Et j'ai lu Le Roman Maudit de Franck Tillier, qui est donc le roman de l'Avent, vous voyez, où chaque jour, il fallait ouvrir un chapitre. Et je suis hyper déçue. Alors, c'est du jeunesse, au départ, faut le savoir. Alors, on le découvre... moi, je l'ai découvert en le lisant plus que sur la 4e, parce que Franck Tillier, d'habitude, il écrit du très très adulte, très très gore. Et là, c'est pas du tout dans cette vibe-là. Déjà, c'est un peu déstabilisant quand on connaît un peu ce qu'écrit Franck Tillier. Et puis, le roman met beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, c'est l'histoire d'un petit gars un petit gars. Un petit gars, il doit avoir 15 ou 16 ans. Qui va revivre en boucle la même journée. Et son objectif, ça va être de retrouver un personnage qui a disparu. Voilà. Sans entrer trop dans les détails, sauf qu'en fait, pendant, je dirais, à peu près un tiers du bouquin, je crois que, mais même plus que ça, parce que je crois que là, je me suis dit, ah ça y est, l'histoire commence vraiment au chapitre genre 12. Le principe d'un roman de l'Avent, c'est qu'il y a 24 chapitres. Vous comprenez le problème, du coup. Donc, beaucoup de temps à démarrer. Au départ, on part sur complètement autre chose. Le personnage profite de revivre en boucle la même journée pour pouvoir aider les copains et dire quelles sont les réponses du contrôle de maths. Enfin, vous voyez, en fait, le problème, c'est que à vouloir présenter les problématiques des ados,
bah, on sort complètement du cadre du récit et ça n'a pas d'intérêt. Enfin, ça n'avait pas de sens à cet endroit-là, ou pas à ce point-là. Il fallait pas en donner à ce point-là de sens, si vous voulez. Et en plus, je trouve ça pas très bien fait. Plusieurs fois, je me suis fait la remarque que les personnages réagissent de manière beaucoup trop enfantine pour l'âge qu'ils sont censés avoir. À 16 ans, on est quand même déjà pas mal mature, en fait, émotionnellement et avec les gens. Et plusieurs fois, je me suis fait la remarque de... Ça, c'est pas ce que dirait un gamin de 16 ans, mais un gamin de 12, vous voyez? Je pense que c'est mon prisme est un peu décalé aussi par le fait que moi, je travaille avec eux toute la journée. Donc, je vois la différence de mentalité entre un enfant de 12 ans et un enfant de 16 ans. J'ai un ado de 16 ans et un ado de 12 ans. Mais ouais, non, pour moi, ça marche pas. Il y avait cette dimension de... Je trouve que le personnage est beaucoup trop enfantin pour l'âge qu'il est censé avoir. Il y avait cette dimension, le livre met beaucoup trop de temps à se lancer. Quand il se lance, ça y est, on est content. Et puis arrivé à la fin du chapitre 23, on se dit comment il va résoudre l'histoire là, Franck Tillier, parce qu'il y a encore beaucoup trop de trucs à dire. Et ça pue, parce qu'il reste un chapitre. Et je l'ai senti venir très vite. Et j'ai commencé le chapitre 24, j'ai fait non, pas ça. Et on est sur une fin que je déteste, mais que je déteste au plus haut point, sur tous les livres qui lancent des intrigues et qui savent pas comment les résoudre. J'ai pas envie de spoil, donc je vous spoilerai pas, mais vraiment, j'ai été tellement déçue, parce qu'en plus, le principe du roman me plaît, les illustrations sont super chouettes, le roman est chouette, quoi. Mais ouais, non, c'est vraiment une déception, parce que... Je vous dis, hein, il met trop de temps à démarrer, la fin est bâclée et le personnage principal fait pas 16 ans. Donc, ouais, non, déception, déçu, désolé. Et en fait, j'ai vu que les avis sur le roman maudit étaient plutôt bons en général, hein, donc c'est peut-être juste moi. Il y en a d'autres qui m'ont dit que la fin ils ont détesté. J'ai un copain, Diba, si tu passes par là. Je sais qu'il m'avait dit que lui aussi il trouvait que le début était lent. Et effectivement, il m'a dit que la fin, voilà, pas d'intérêt. Ensuite, je finirai par ça et on va enfin y arriver. Hein. Pardon. Le Fortile Legacy, tome 2, jeu de dames de Vanessa Altmeyer. Vous connaissez mon amour pour la saga de Vanessa. Vanessa, c'est une copine que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrée en salon aussi, qui a écrit Fortile, qui l'a sorti chez Alter Hill. Donc Alter Hill, je suppose que c'est Alter Hill qui a décidé de couper la saga en deux, Fortile et Fortile Legacy. Il y a une espèce de dimension plus grande à partir de Fortile Legacy, mais en fait, en vrai de vrai, dans la vraie vie, dans la suite de la saga de Fortile, c'est le tome 7, du coup, si vous voulez. C'est très chouette, Fortile, moi j'aime beaucoup. C'est une série de Bitlit qui marche bien, avec des dragons, et qui marche très bien. Qui marche mieux, je trouve, qu'un Force Wing. Vraiment beaucoup mieux. C'est beaucoup plus travaillé. Elle se base beaucoup sur les légendes écossaises, je trouve ça très chouette. Elle est en train en ce moment de sortir toute sa saga en auto-édition parce qu'elle ne travaille plus avec Alter Hill et elle a sorti jusqu'à son tome 8 pour l'instant avec des belles illusions jaspées, tout ça machin, je vous en ai montré quelques-unes, elles sont très belles. J'ai un peu moins aimé le tome 7 que le tome 6 parce que le tome 6 j'avais été ébahie, époustouflée par tout ce... l'or qu'elle nous raconte et qu'elle nous rajoute et ah ouais on allait jusque là quoi. Le tome 7 est un peu plus simple, un peu plus proche du début de Fortile où on parle de sa romance en gros avec son amoureux, même si c'est pas trivial hein. Mais on est à nouveau sur le ah oui mais il y a eu ce non-dit, est-ce que ça va nous faire nous séparer machin tout ça, qu'on avait plus dans la première partie de Fortile. Mais il y a toujours en toile de fond, maintenant on n'est plus juste des petites créatures surnaturelles dans notre lande écossaise, là ça va plus loin. Et donc je trouve ça chouette, voilà. C'est un roman que j'aime beaucoup, faut que je lise le tome 8 que je n'ai pas lu encore. Mais ouais, je suis très contente de Fortile. Voilà 30 minutes! Et franchement, pour quelqu'un qui avait parlé de 2 livres au bout de 15 minutes, il y a eu de l'amélioration.
Bon, eh bien, j'espère que cette avis lecture vous aura plu. J'ai l'impression de m'être un peu répétée parce que comme j'avais pas mal parlé de tout ça en fait dans mon bilan 2025, peut-être que il y a des trucs que j'ai redits, je ne sais pas. Écoutez, vous me direz, peut-être que je radote et que la vieillesse me gâte, hein. me gâte, voilà. Et me gâte. Pff, oh là là, arrête de parler. Je vous referai du coup un autre avis lecture, je pense pour la semaine prochaine, sur mes lectures de début 2026. On est sur du bien meilleur en termes de qualité. En tout cas, il y a beaucoup moins de déceptions. Et c'est chouette quand il y a moins de déceptions. J'en ai marre de ce truc qui rebique depuis tout à l'heure là, c'est super moche. La raison pour laquelle je tourne tout le temps avec mes cheveux détachés. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente vie, d'excellentes rencontres, qu'elles soient livresques ou non. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Et je vous fais des bisous.